Salut à tous, bienvenue dans RMC Mercato, la nouvelle émission foot de RMC Sport. Tout comprendre du fonctionnement d'un club, comment construire un effectif, comment réussir son recrutement, sans oublier l'actualité des transferts. C'est la promesse d'RMC Mercato, tous les jeudis en direct à 13h sur la chaîne Twitch de RMC Sport, avec vos questions évidemment sur le chat et ensuite en replay sur la chaîne YouTube RMC Sport. Ils sont là pour m'accompagner cette semaine de retour de leurs belles vacances. Rémi Dumont, Loïc Moreau. Salut les gars. Bonjour tout le monde, elles ont fait du bien celles-là. Salut Jérôme, oh oui, que oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter les garçons pour 2025 ? La santé, beaucoup d'émissions. Longue vie à RMC Mercato, Ouais. beaucoup de viewers. Beaucoup de plaisir, quoi. Aussi sympa que celui qu'on va avoir aujourd'hui. Ouais. Tout ça. Exactement. Et notre invité justement aujourd'hui, ce sera Jérôme Méhari, l'intermédiaire français numéro 1 entre l'Europe et la Major League Soccer. Avec lui, on se demandera pourquoi autant de joueurs nord-américains évoluent en Ligue 1 et en Europe. Pourquoi la MLS cherche également à recruter toujours autant de stars et quel est l'impact de la Coupe du Monde 2026 sur le marché des transferts entre les deux côtés de l'Atlantique. Mais tout de suite, place à l'actu du mercato d'hiver. On le rappelle évidemment, vous avez toutes les infos sur le site rmcsport.fr. Avant de vous donner pêle-mêle quelques informations, on va ouvrir quelques dossiers. Rémi, on va commencer par le nouveau défenseur de l'Olympique de Marseille. Luis Felipe Ramos, a bien prononcé parce qu'il y tient d'ailleurs, c'est le flocage qu'il y aura sur son maillot. Ramos, numéro 4, il a été recruté, officialisé avant-hier, il me semble. 27 ans, né le 22 mars 1997, joueur né au Brésil, mais international italien. Et qui veut donc qu'on l'appelle avec un nom espagnol. Voilà, Ramos. et donc joueur Logique. maintenant du championnat français, un citoyen du monde, bref. Juste pour vous dire que le dernier match qu'il a joué en officiel, c'était le 24 août 2024. Donc nous sommes le 9 janvier 2025, ça fait donc 138 jours, soit 4 mois et 16 jours qu'il n'a pas joué. À titre de comparaison, Rabiot, lui, son dernier match, c'était le 9 juillet 2024. Il a signé le 17 septembre 2024 et jouera finalement le 29 septembre 2024 contre Strasbourg. C'était quand même moins un temps large, moins conséquent que Luis Felipe Ramos pour le retour sur les terrains. Donc voilà, faudra attendre un petit peu quand même avant qu'il joue au Vélodrome. Alors, il vient garnir cette forte colonie de défenseurs à l'Olympique de Marseille. On va voir ça en image tout de suite avec toi, Rémi. Et c'est vrai qu'on se pose des questions un peu sur la stratégie du recrutement, particulièrement en défense à l'OM. Ouais, parce que on a regardé tout simplement en défense centrale avec le nouveau schéma tactique de Zerbi, donc une défense, on va dire à 3 ou plutôt à 5 si on compte les pistons, mais on va focaliser sur la défense centrale. Ils sont 9, on a bien dit 9, pour 3 postes, sachant qu'il n'y a que 2 compétitions pour l'OM cette saison, le championnat et pour l'instant la Coupe de France. Alors il y a Kondogbia, Brassier, Niakosi. On vous a mis les défenseurs axe gauche. On a mis par ordre entre guillemets de hiérarchique, puisque Kondogbia est titulaire devant Brassier maintenant et Niakosi est un joueur issu du centre de formation de l'OM. Il y a Balerdi, Cornelius et Bemba. Cornelius, on y reviendra d'ailleurs puisque c'est un joueur nord-américain, canadien. Bemba, lui, ne joue plus et l'OM veut s'en séparer. Et axe droit, il y a Murillo, Luis Felipe, donc Ramos et Bamo Meite qui lui aussi est annoncé sur le départ. Donc si on enlève les joueurs dont l'OM voudrait se séparer, on serait quand même sur quasiment 6 joueurs pour 3 postes. Donc les postes seraient doublés. Quel est le profil de Luis Felipe Ramos ? Il en a parlé en conférence de presse hier. Regardez, c'était au micro de Florent Germain. Ça va arriver. Luis Le mie Felipe. qualità è una buona lettura di gioco, Après mes il duello qualités, fisico une va bonne sempre lecture du duro. jeu, je vais toujours dur sur Poi sono l'homme. aggressivo, è vero. Après, c'est vrai Certe que je suis volte pure agressif, troppo, quello sto parfois un peu trop, imparando piano piano, però mais è petit à quello petit, je vais ce l'ho apprendre. ancora da crescere. Per questo ho Sur questa ça, il faut voglia di encore que je lavorare ancora di più, progresse. per imparare Et c'est ancora pour di ça que più j'ai très envie e de per travailler avec essere le coach all'altura pour dei apprendre pensieri. et être à la hauteur de l'OM. Il a de très beaux yeux. Est-ce qu'il est Très beaux Deserbi yeux. compatible, du coup, Lolo En plus Luis d'avoir des Felipe beaux Ramos ? yeux, absolument. Oui, exactement. Et bien, figure-toi qu'on a regardé justement pourquoi il était allé chercher ce joueur-là, qui, comme l'a dit Rémi, il était un peu en difficulté en Arabie Saoudite. Alors, pour lui rendre un peu justice, on est allé regarder quand même ce qu'il faisait dans son club précédent, enfin le club d'avant, parce qu'il a joué aussi au Real Betis pendant un an, mais la Lazio, là où il a passé 5 saisons entre 2017 et 2022. Et quand on regarde parmi les défenseurs centraux de Serie A sur cette période, donc de 5 saisons, et ben il fait partie du top 5 des
des défenseurs centraux qui ont porté le plus le ballon vers l'avant. On voit 18 par 90 minutes. Alors pourquoi cette stat est intéressante? C'est sa capacité à se projeter et à faire remonter le bloc. Et on sait que De Zerbi, chantre d'un jeu offensif, aime ce genre de profil. Un profil qui n'a pas. On a comparé cette saison pour voir s'il y avait un défenseur central marseillais parmi ceux évoqués par Rémi. S'il y en avait un qui avait un peu ce profil-là, non, il n'y en a pas. C'est Balerdi qui s'en approche un peu plus, c'est-à-dire cette capacité à prendre le ballon, à faire des mètres vers l'avant et ensuite à pouvoir relancer. Donc Luis Felipe, il a cette caractéristique qui est spécifique à lui et qui va apporter à l'OM. Sinon, au-delà de ça, c'est un défenseur, on va dire average, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire un peu moyen. Il est excellent dans rien, mais il est mauvais dans rien non plus. C'est-à-dire c'est un joueur plutôt bon. On voit ballon contré, c'est un joueur qui est souvent bien placé. 2 par toutes les 90 minutes, ça peut paraître peu, mais c'est moyenne haute. Il est numéro 4 chez les défenseurs centraux et plus de la moitié de ses duels gagnés, 56% de duels gagnés, ce qui est correct pour un défenseur. Donc c'est un joueur qui a un profil assez particulier et qui devrait bien scier au jeu proposé par De Zerbi à l'OM. Et il a demandé évidemment un petit peu de temps avant de pouvoir être à son meilleur niveau. C'était en conférence de presse donc hier. Il me faut Ancora mi serve quelques semaines pour un po' di me settimane per remettre mettere à 100% fisicamente physiquement au niveau que je veux avoir. che voglio Et tornare recommencer à jouer, ne a plus giocare m'arrêter. e poi non fermare Donc più, avec quindi le staff è technique normale che insieme al et staff le tecnico, préparateur physique, on fait un travail pour preparatore ça, fisico, pour que je me stiamo sente facendo dei bien pour lavori tout le reste de per la stare saison, que je bene ne per m'arrête tutta plus. la temporada, per non fermare più. Dites-nous ce que vous en pensez de Luis Felipe Ramos à l'OM sur le chat. N'hésitez pas. Je salue Ben Smile 44 qui nous dit salut l'équipe de RMC Mercato. Jérôme, Rémi, Loïc, salut. Ben Smile. Autre dossier chaud du moment qui concerne le leader de Ligue 1, c'est le Paris Saint-Germain avec un attaquant sur le départ. Évidemment, tout le monde parle de Randal Kolo Muani, mais où peut-il partir, Rémi? Alors, ce sont des infos RMC Sport. Et d'ailleurs, vous pourrez consulter le site puisqu'il y a toutes les infos mercato en ce moment sur le site de rmcsport.fr. Il y a plusieurs clubs, plusieurs destinations, plusieurs pays et championnats. Il y a l'Angleterre, il y a l'Italie et il y a aussi la France si Randal Kolo Muani veut pas aller trop loin. On a parlé par exemple de Monaco. En Italie, il y a l'AC Milan et la Juventus. En Angleterre, il y a Tottenham, Aston Villa et Manchester United. On va juste rappeler un petit peu sa situation. Cette saison avec le PSG, toute compétition confondue, c'est 14 matchs, 2 buts, 1 passe décisive pour 453 minutes de jeu. Il a 26 ans, il est arrivé en fin de mercato estival la saison dernière, donc il y a un an. Il est en contrat jusqu'en 2028 et il a été payé à Francfort pour 90 millions d'euros de transfert. Donc c'est pas n'importe quoi. Et on peut dire donc, Lolo, qu'il est quand même plus performant avec les Bleus. C'est ça qui est assez surprenant finalement dans ce début de saison. Bah oui, c'est vrai qu'il a performé avec les Bleus. On se souvient notamment de son Euro 2024, on en parlait tout à l'heure, qui était plutôt correct dans le marasme un petit peu global de l'équipe de France. Et d'ailleurs, si on regarde ses stats un peu plus en détail, sur cette saison en équipe de France, il est décisif toutes les 106 minutes contre toutes les 175 minutes avec le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'avec le Paris Saint-Germain, il y a cette sensation, encore une fois, que c'est un vendangeur qui rate beaucoup devant le but. On voit 2 buts marqués cette saison. Selon la qualité des occasions qu'il s'est procurées, selon les expected goals, il aurait dû en marquer 5. Donc il y a cette sensation avec Kolo Muani qu'il est maladroit, qu'il n'arrive pas à concrétiser ses grosses occasions devant le but. Mais Stat quand même très surprenante de voir qu'il fait partie, c'est même l'attaquant qui se procure le plus d'occasions cette saison. Quand même. Exactement, parmi les joueurs, tous les joueurs des 5 grands championnats européens. Donc c'est le paradoxe en fait, c'est que les occasions, il arrive à se les procurer. La preuve, c'est le joueur qui s'en procure le plus des occasions de qualité. Parce que là, on est dans le qualitatif, on n'est pas dans le quantitatif. C'est pas, il se procure X occasions par match. C'est 1,20 expected goal par 90 minutes. C'est très bon. C'est un chiffre qui est excellent. Et d'ailleurs, quand on regarde devant qui il est, on se dit, voilà, il y a quand même du beau monde. Donc les occasions, il arrive à se les procurer. C'est dans la finition que ça pêche. Mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, ce qu'évoquait Rémi, le nombre de clients qui sont quand même au guichet pour le recruter, sous forme de prêt, peut-être pas sous... Oui. Parce que tu le disais, Rémi, 90 bars, c'est quand même... C'est costaud. C'est costaud. Il n'y a pas beaucoup de clubs. Mais voilà, pourquoi les clubs anglais et certains clubs italiens, ou même l'AS Monaco, regardent Randal Kolo Muani pour ça, parce que c'est tout simplement le joueur des 5 grands championnats qui se crée le plus d'occasions qualitatives par 90 minutes. Dans le détail, Rémi, quels sont les clubs intéressés ?
Alors, en Angleterre, il y a Tottenham, 12e de Première Ligue actuellement et 9e d'Europa League. Aston Villa, 8e en Première Ligue et 5e en Ligue des Champions. Et puis Manchester United, 13e de Première Ligue et 7e en Europa League. Alors, au niveau des joueurs qui pourraient évoluer à son poste, à Tottenham, il y a Richarlison, il y a Solanke et Werner, sachant que Randal Colomwani peut à la fois jouer en neuf, c'est un neuf puisqu'il est utilisé principalement à ce poste-là, mais il peut aussi jouer sur un côté, aussi bien à gauche qu'à droite. En Italie, il y a l'AC Milan, 8e d'Italie, 12e de Ligue des Champions, avec Morata, Abraham et Jovic, on va dire au poste offensif. À la Juventus, 5e d'Italie, il y a Vlahovic, qui n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière, on va se l'avouer, et Milik, qui est actuellement blessé. Donc c'est peut-être là où il y aurait un point de chute intéressant pour Randal Colomwani. Et puis il y a aussi la France avec Monaco, 3e de Ligue 1, 16e en Ligue des Champions, avec Ileni Kena, Mbolo qui pareil n'est pas non plus dans la meilleure forme de sa vie, et surtout Balogun qui est blessé et qui ne reviendra pas tout de suite. Donc encore une fois, si on se met à la place de Randal Colomwani, on pèse le pour et le contre. On peut se dire qu'il connaît bien le championnat français, qu'il connaît aussi les matchs de Coupe d'Europe. Donc Monaco pourrait être le profil idoine pour lui. Après, évidemment, ça dépend s'il veut découvrir un autre championnat, tout ce qu'il veut. Voilà. Et surtout le club qui pourra mettre l'argent au niveau de son salaire et pourquoi pas d'un transfert, puisqu'on répète, le PSG veut un transfert sec ou un prêt avec option d'achat. Voilà, donc ce qui voudrait dire qu'il faudrait quand même passer à la caisse au bout d'un moment et recruter 90 millions, il n'y a pas non plus énormément de clubs qui peuvent se le permettre. Monaco de toute façon a besoin d'un avant-centre. Écoutez ce que disait Adi Hutter, l'entraîneur monégasque qui lui d'ailleurs a prolongé son contrat. C'était hier au micro de Maxime Tilliette. You can imagine we have at the moment only 2 strikers. We have 16 vous pouvez vous rendre compte, aujourd'hui on a que 2 avant-centres pour beaucoup de matchs à jouer. Our eyes are always open in the market. Tous nos yeux sont ouverts sur le marché. For sure, we need a striker, but we need the right one. On a besoin d'un attaquant, mais on a besoin du bon attaquant. Évidemment, c'est toujours plus compliqué. Du grand attaquant. Mister Olivier nous dit le PSG ne le vendra pas à Monaco. Nasser ne voudra pas renforcer un adversaire direct. C'est vrai que ça paraît peu probable. Franchement, quand tu regardes les clubs qu'a évoqué Rémi, quand même Tottenham par exemple, Tottenham ou Aston Villa, c'est quand même des clubs qui lui iraient bien. Après, il lui faut aussi, on se souvient à Francfort, le schéma de jeu n'était pas le même qu'au Paris Saint-Germain. Il y avait quand même 2 joueurs en soutien qui étaient Götze, Kamada à l'époque, des gros créateurs, chose qui lui manque à Paris parce que les créateurs ils sont plus sur les côtés et pour un avant-centre ça peut le mettre en difficulté et on voit bien qu'il n'est pas vraiment compatible avec le schéma de jeu de Luis Enrique. En revanche, Tottenham, en plus avec un entraîneur comme Postecoglou, par rapport à tout ce qu'on a dit, sa capacité à se créer des occasions, c'est quand même pas mal. Ouais, et puis c'est aussi la destination. Faut pas oublier que ce serait Londres, que voilà, c'est pas loin de Paris, c'est pas loin de la France, c'est pas loin de là où il est originaire. Donc forcément, ça peut avoir un aspect très particulier pour Randal Colomwani. Tu l'as pas cité, mais je crois qu'il y a le RB Leipzig également en Allemagne qui sera intéressé parce qu'il a évidemment laissé une très bonne impression en Bundesliga après son passage réussi à l'Eintracht Francfort. Avant de vous donner d'autres infos, en bref, un autre dossier important, c'est en Espagne avec peut-être la fin de l'imbroglio Dani Olmo. Mon cher. Oui, pardon, excuse-moi, j'étais en train d'écouter religieusement ce que tu disais. C'est vrai, 26 ans, espagnol. Alors, on va pas se mentir, le FC Barcelone a beaucoup de problèmes financiers. On va juste rappeler les faits, c'est-à-dire que le 27 décembre dernier, le tribunal de commerce de Barcelone rejette l'enregistrement de Olmo, puisqu'il a signé cet été pour 55 millions d'euros jusqu'en juin 2030. Donc, il a signé le 9 août 2024. Le FC Barcelone l'a enregistré jusqu'au 31 décembre pour un peu lisser en fait les frais que nécessitait son transfert, sachant que le salaire était aussi dû en partie à celui de Christensen, à 80% il me semble. Le Barça l'avait inscrit donc jusqu'au 31 décembre à cause des comptes. Le 30 décembre, le tribunal de première instance de Barcelone... Très bon choix de photo, je te félicite. Ouais. Le 30 décembre, tribunal de première instance de Barcelone refuse l'homologation. Un jour plus tard, donc le 31, Barça demande une nouvelle licence à la Fédé pour Olmo, pour gagner du temps sur l'administratif. Le 1er janvier, la Liga supprime Olmo et Pau Victor de la liste du championnat. Et le 8 janvier, donc hier, le CSD, Conseil supérieur du sport, autoriserait la réinscription à titre conservatoire des 2 joueurs, mais on ne sait pas encore exactement quand ce serait officialisé. On va d'ailleurs partir en Espagne tout de suite, rejoindre le correspondant de RMC Sport en Espagne, c'est Edgar Grollo. Salut Edgar. Salut Jérôme, salut à tous. Merci salut d'être Edgar, avec nous Edgar. Est-ce que c'est la fin de l'imbroglio Dani Olmo avec le FC Barcelone et quand est-ce qu'il peut jouer ? Est-ce qu'il peut jouer dès ce week-end par exemple ?
Il peut jouer dès ce week-end a priori. Alors, il n'a pas pu jouer hier, et pareil pour Pau Victor évidemment, parce qu'il fallait attendre 24 heures après la sortie de la décision du CSD. A priori, il va bien pouvoir jouer ce week-end en Super Coupe d'Espagne. Donc, ça sera soit contre le Real, soit contre Mallorca. Après, vous l'avez dit, c'est une décision provisoire, et le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura la décision définitive du CSD. A priori, ce qui se dit ici dans la presse, c'est que ça devrait prendre quelques mois, mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas exactement quand ça va venir et quand cette décision sera définitive. Et la Liga a remis un coup de pression ce matin en plus. Oui, la Liga déjà hier avait publié un communiqué en disant qu'elle était en désaccord absolu avec cette décision. Et puis, il y a le président de la Liga, Javier Tebas, qui a sorti un long tweet ce matin où il dit que pour lui, c'est évident que le CSD contredit ce qui est écrit dans les lois du sport. C'est des mots assez forts. Et dans tout ce tweet, il accuse le CSD d'avoir pris la mauvaise décision de faire ça contre la Liga. Et il dit même que le CSD semble avoir pour objectif de démanteler les systèmes qui fonctionnent en Liga. Donc, il y a vraiment une guerre qui est en train de se faire entre le CSD, entre la Liga et entre la Fédération, parce qu'il faut rappeler que la Fédération, elle aussi, avait invalidé l'inscription de Daniel Mo et de Pau Victor. Quelles sont les conséquences, Edgar, dans le vestiaire du Barça ? On a lu sur le site rmcsport.fr ce matin que certains joueurs du Barça étaient vraiment très solidaires de Dani Olmo, tellement solidaires qu'ils étaient prêts à faire grève. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une vraie solidarité, notamment Rafinha qui avait eu des mots en conférence de presse où il disait si j'étais dans la situation de Dani Olmo, je ne sais pas si je croirais que ce club est le bon pour moi. Donc c'est vrai qu'il a pris des risques, lui qui a beaucoup porté le brassard de capitaine cette saison en ayant de tels mots. D'ailleurs, il y a eu une discussion entre Rafinha et Laporta avant le dernier entraînement à la veille de match. On ne connaît pas la teneur de cette discussion, mais en tout cas, ils ont discuté en marge de l'entraînement sur le côté du terrain. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie solidarité pour Dani Olmo. Dani Olmo, en plus, qui était prêt à sacrifier, il a déjà sacrifié, entre guillemets, 2 matchs, mais il était prêt à sacrifier plusieurs semaines pour essayer de rester au Barça, malgré tous les doutes qu'il y avait autour de tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie solidarité autour de ça, et il y a un vrai soulagement à Barcelone, et notamment aussi pour Laporta, dont la place était aussi remise en question par l'opposition, parce que c'est vrai que c'était un énorme imbroglio, et que si le Barça avait perdu la somme du transfert de Dani Olmo, plus le salaire de Dani Olmo, et finalement il n'avait pas pu jouer, évidemment, ça aurait remis en question le poste de Laporta, et il y a même plusieurs vidéos qui sont sorties autour du match d'hier où on le voyait dans les couloirs en train de crier de joie de voir que Dani Olmo et Pau Victor allaient pouvoir jouer pour le Barça. Donc c'est un énorme soulagement pour tout le monde, à commencer par Dani Olmo évidemment et Pau Victor. Les garçons, est-ce qu'il est vraiment si indispensable que ça, Dani Olmo au Barça ? Alors on a regardé, cette saison, toute compétition confondue, c'est 15 matchs, 6 buts et 1 passe décisive. En revanche, on a regardé le côté inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que donne le Barça sans Olmo cette saison ? C'est 7 matchs, c'est 6 victoires et une seule petite défaite. Donc pour le Barcelone, ça n'aurait pas été un gros problème sportif, entre guillemets. En revanche, pour Dani Olmo, parce que, Edgar, dis-moi si je me trompe, mais il avait le choix. Soit, en fait, il restait à Barcelone, mais il ne pouvait pas jouer, du coup, si la situation restait telle qu'elle. Ou alors, il y avait une clause qui lui permettait de partir et signer librement là où il le souhaitait. C'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'il est particulièrement apprécié, parce qu'il était prêt à attendre plusieurs semaines, dans le doute, etc., pour continuer au Barça, parce qu'il a envie de jouer au Barça. Vive les magouilles du Barça, quelle honte cette gestion de club, nous dit Mister Livier sur le chat de RMC Mercato. Qu'en pensent les adversaires d'ailleurs, Edgar, en Espagne, et qu'en pense le Real, Atlético, les grands rivaux historiques du FC Barcelone ? Alors, il n'y a pas eu de communication officielle depuis hier. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les suiveurs du Real Madrid, je peux vous dire que dans le Chiringuito, par exemple, hier soir, ils étaient là en train de dire que le FC Barcelone était un club État, je cite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Javier Tebas, dans le tweet qu'on peut assimiler à un communiqué ce matin, il termine en disant où est Real Madrid TV maintenant ? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réaction du Real. Lui, il dit que dans cette affaire, ils ont un silence complice. C'est un petit peu compliqué. Vous savez, en Espagne, en plus, tout est poussé à l'extrême, on va dire. Tous ceux du Barça vont dire que c'est la Liga et la Fédération qui sont contre eux, et que finalement, c'est le CSD qui, on rappelle, représente le gouvernement espagnol, qui a raison, et que donc c'est la Liga contre eux. Le Real Madrid va dire, mais regardez, tout va contre eux. Enfin, les supporters du Real Madrid, c'est l'inverse. Ils vont dire que tout va contre le Real et que tout est pro-Barça et que c'est normal qu'ils puissent jouer. Donc, tout est extrapolé comme en Espagne entre les deux camps. Et
et ça se clash. Mais là, c'est vrai que ça fait beaucoup parler parce que c'est un grand club et d'autres petits clubs n'ont pas forcément eu la même clémence, les mêmes autorisations. C'est ça aussi qui fait parler en Espagne. Dernière question, Edgar, avant de te libérer. Le Barça, son mercato, c'est fini du coup avec l'inscription de Dani Olmo et puis on attend maintenant la prolongation de la star, de Lamine Yamal. Oui, c'est le nouveau dossier chaud. Évidemment, Dani Olmo, c'était le dossier chaud. On attend maintenant la prolongation de Lamine Yamal qui a marqué pour son retour. Maintenant, les finances du FC Barcelone sont toujours les mêmes. C'est vrai que ça limite les opportunités. Même si c'est important de noter que pour le cas Dani Olmo, la question des finances n'est plus forcément le premier point de blocage, comme vous l'expliquiez un petit peu au début. C'est parce qu'aujourd'hui, le vrai problème pour Dani Olmo, c'est parce qu'il y a un article, c'est l'article 130.2 du règlement de la Fédé, qui stipule qu'on ne peut pas retirer et réintégrer un joueur dans un même club au cours de la même saison. C'est ça qui pose problème pour son nouveau contrat. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément les mêmes problématiques, même si elles existent encore. C'est plus forcément une question d'abord d'argent, mais avant tout une question de règlement. Mais évidemment, pour le reste du mercato, le Barça est toujours largement freiné par ses dettes et par ses problèmes financiers. Merci Edgar, à très vite dans RMC Mercato. Merci Edgar. Salut, bonne journée à toi. Les autres infos du jour, messieurs, vous réagissez comme vous le voulez. La valse des gardiens en Ligue 1 suite. Le prêt de Pau Lopez de Gérone, donc, où il était prêté par l'OM vers le RC Lens, a été annulé. Du coup, Hervé Kofi se retrouve en première ligne puisque vous le savez, le départ de Brice Samba a été officialisé hier par Rennes, montant du transfert 14 millions d'euros. De son côté, après l'arrivée d'Anthony Lopez, Alban Lafont a été écarté du groupe du FC Nantes et il cherche un club. En dehors des gardiens, ça bouge toujours à Lens. L'attaquant Godwin Koyalipou, je me permets de le signaler, il a été formé à Niort, 7 buts en 61 matchs, 7 sélections avec la République centrafricaine. Il débarque du CSKA Sofia où il a inscrit 15 buts en 17 matchs cette saison. Il a signé à Lens jusqu'en 2028. Kevin Danso, lui, est pisté par Fenerbahçe et Galatasaray, alors que les 100 et or, eux, préféreraient sans doute vendre encore plus cher Kusanov. Pas de... non, mais il y a un moment, il va falloir penser peut-être à prendre un défenseur parce que c'est bien beau d'avoir. Non, mais ils ont Gradit qui joue pas. Oui, voilà. Mais bon, il y a un moment, il faut voir les ambitions par rapport aux propositions aussi, quoi. En bref, Enzo Lefebvre, lui, devrait être prêté par l'AS Roma à Sunderland avec option d'achat. Régis Lebris le veut pour aider les Black Cats à monter en Première Ligue. Et toujours en Angleterre, Roland Lopetegui n'est plus l'entraîneur de West Ham. Les Hammers l'ont remplacé par Graham Potter, l'ancien manager de Chelsea et Brighton. Et puis en France, Massengo est de retour à Auxerre. Il est prêté par Burnley avec option d'achat. Zedatka quitte le LOSC pour signer en Pologne. Et c'est officiel, Agbadou qui trince pour Wolverhampton contre un chèque de 18 millions d'euros. Toutes les infos sur le site rmcsport.fr.